La manière de rencontrer autrui, c'est ne pas même remarquer la couleur de ses yeux, déclare Lévinas dans Éthique et Infini. Il s'agit alors pour lui de définir la relation éthique qui se noue autour de l'interpellation que profère le visage de l'autre en tant qu'il est autre, mais surtout en tant qu'il est homme, c'est-à-dire mon semblable et partage de fait une même humanité. Il s'agit d'un appel à ma responsabilité face à ma propre vulnérabilité, inséparable de l'altération de mon corps et de ma passivité de vivant. À partir des questions soulevées par le Frankenstein de Mary Shelley, de Galatea 2.2 de Richard Powers et de Patchwork Girl de Shelley Jackson, œuvres toutes deux publiées en 1995, je chercherai à interroger notre positionnement éthique face à l'altérité en convoquant les concepts de responsabilité, de vulnérabilité et d'autonomie. En effet, le monstre de Frankenstein se présente dès l'abord sous le signe de la laideur repoussante qu'il exclut d'emblée de la communauté des humains et plus largement de ce qu'on pourrait désigner comme une chair pulsionnelle vivante, capable de sensibilité. J'y reviendrai. S'il y a un rapport à l'autre, c'est en tant qu'altérité radicale, altérité que je rejette comme fondamentalement inhumaine et dépourvue de dignité. Aucune relation éthique n'est envisageable, puisque ce qui m'apparaît ne relève pas du champ de l'humanité, et plus largement du vivant, si l'on élargit la relation éthique à la question de la vulnérabilité. Revenons à la citation initiale de Lévinas, ce dernier ajoute en effet « Je ne sais si l'on peut parler de phénoménologie du visage, puisque la phénoménologie décrit ce qui apparaît. Je pense plutôt que l'accès au visage est d'emblée éthique. » Fin de citation. De fait, il n'est pas surprenant que le monstre accède à la reconnaissance de son statut de sujet en présence d'un aveugle, le vieux de Lacey, et non d'un enfant, William Frankenstein, censé incarner l'innocence du regard face à l'expérience qui relève de la culture. Victor Frankenstein, quant à lui, se focalise d'emblée sur l'œil jaunâtre du monstre qui s'ouvre à la lueur de la chandelle et finit par envahir tout le champ du visible. Comme l'énonce Pierre Ancet, de même que l'excès de lumière peut créer une tache noire au centre du champ visuel, de même l'excès caractérisant la monstruosité peut sécréter de l'invisibilité présente comme derrière le visible. Fin de citation. L'ombre portée du corps monstrueux s'étend ainsi sur l'ensemble du récit et au-delà, telle une prophétie autoréalisatrice où le monstre et le mal semblent indissociables l'un de l'autre, comme en témoigne notamment cet échange entre le créateur et sa créature que vous voyez à l'écran. Donc je devrais être ton Adam, mais je ne suis qu'un ange déchu, mais déçu aussi sans doute. Va-t'en, je ne veux plus t'entendre. Il ne peut y avoir de relation entre toi et moi. En anglais, c'est plus intéressant parce que there can be no community between you and me. Mais bon, j'ai été chercher une traduction officielle. Il conviendra donc de déjouer ici la logique binaire et biblique sur laquelle repose le jugement de valeur qui déshumanise le monstre et permet de l'exclure du champ éthique à partir d'un critère paradoxalement esthétique, c'est-à-dire d'une forme de sensibilité exacerbée face à l'horreur de la défiguration. Cet œil jaune ne cesse de nous regarder depuis cet orbe d'ombre qui en occulte le visage par un excès de visibilité. Or, si, face à un corps déformé ou bien souffrant d'un handicap, j'éprouve en miroir la limitation potentielle de ma propre puissance d'agir, face au monstre, c'est non seulement mon infinie vulnérabilité que j'éprouve comme telle, mais il s'agit d'une vulnérabilité sans partage. Ou, pour le dire avec Derrida, une des significations du monstrueux, c'est qu'il nous laisse sans pouvoir, qu'il est justement trop puissant ou en tout cas menaçant pour le pouvoir. Fin de citation. Comme si la puissance presque illimitée du monstre qui menace mon intégrité physique n'ouvrait plus sur la possibilité du partage d'une responsabilité réciproque. Le monstre étant par définition du côté de la bestialité par opposition à la raison. La question de la sensibilité, entendue comme, je cite Corinne Péluchon ici, susceptibilité à la douleur, au plaisir et au temps, qui renvoie à une phénoménologie de la chair pulsionnelle vivante, fin de citation, se trouve évacuée de facto par une certaine conception de l'homme, être avant tout rationnel. Créature non sensible, a priori, le monstre relève de la catégorie juridique de la chose, ce qui justifie le droit de vie et de mort que s'arroge Victor Frankenstein sur sa créature, version gothique du biopouvoir qui s'exerce incidemment sur le corps des animaux qu'on envoie à l'abattoir, ce lieu d'où est en partie
issu, le monstre rapiécé. La monstruosité de la créature suscite une double peur vis-à-vis de ce qui constitue les limites de l'humain, à savoir la technique et la nature. En écho à la créature de Frankenstein, l'une des questions que soulève l'intelligence artificielle mise en scène dans Galatea 2.2 est bien celle de l'habitabilité du monde. En d'autres termes, le monde est-il vivable pour des entités caractérisées par leur altérité intrinsèque? Question à laquelle leurs suicides respectifs, et le monstre et cette intelligence artificielle, répond en démontrant l'impossibilité d'une vie sensible dans un contexte amputé, non pas d'un corps, mais bien d'une certaine forme de relationnalité. Relation aux autres, pour ce qui est du monstre, relation au monde, pour la machine, dont la désincarnation interdit l'accès au monde en tant que monde de la sensation, par opposition au calcul et à la simulation. Dans les deux cas, le sort réservé à ces deux créatures témoigne d'une crise d'ordre éthique qui procède du refus de prendre en charge l'autre dans son altérité radicale et invite à réfléchir à la question de la responsabilité. Une fois n'est pas coutume, la pensée de Derrida m'accompagne ici. Il déclare « Dans la bête et le souverain », je cite, « Une éthique de justice n'engage pas seulement ma responsabilité à l'égard du semblable, mais aussi du dissemblable, du tout autre ou du monstrueusement autre. » Fin de citation. En outre, le monstre et la machine partagent une même faculté esthétique, qui passe par le langage dont le rôle est central dans l'accès à l'expérience esthétique, justement, expérience fondée non pas sur le calcul ou la raison, mais sur la sensibilité, selon ce qu'on pourrait aussi désigner comme une logique de la sensation. Lorsqu'au 3e chapitre de la 2e partie, le monstre raconte à son créateur ses premiers moments d'éveil, il n'est pas sans rappeler Caliban dans La Tempête, dès lors qu'il évoque la beauté de la lune, celle du chant des oiseaux ou du murmure d'un ruisseau. De même, il est capable d'empathie et accorde ses humeurs à celles de la famille qu'il observe depuis sa cachette. Quand ils étaient malheureux, je me sentais déprimé, quand ils se réjouissaient, je partageais leur allégresse. Or, le monstre pense, à tort, qu'une fois acquise la maîtrise du langage, il pourra avoir accès à la communauté des humains, qui en oublieront de fait sa difformité. Il n'en est évidemment rien. L'autonomisation du monstre rebelle n'est pas une émancipation proprement dite. L'identité du monstre est en effet déterminée dès l'abord par sa monstruosité physique, associée à une monstruosité morale qui relève d'un déterminisme culturel extérieur au sujet. Or, pas plus que son créateur, le monstre ne dispose d'une capacité inventive qui lui permettrait de se libérer de la norme imposée de l'extérieur. Il apparaît que le point d'achoppement du récit se noue autour de l'impossibilité d'entrer en relation avec l'autre et partant d'élaborer une relation d'ordre politique, essentielle à toute subjectivation, dont on pressentait pourtant les prémices pendant la période où, tapi dans l'ombre, le monstre était venu se loger dans l'intimité d'une famille, c'est-à-dire en quelque sorte en retrait du social. Il n'est pas fortuit que La Tempête figure au rang des nombreuses références intertextuelles de Galatea 2.2, roman qui évoque immanquablement le mythe de Frankenstein, quand bien même son titre renvoie explicitement au mythe de Galatée. Powers y aborde en effet la question de l'intelligence artificielle à travers le prisme de la création littéraire, dans une œuvre qui ressemble à une autobiographie, tout en produisant un texte qui n'est autre qu'un patchwork de citations plus ou moins cachées. Il s'agit de mettre en œuvre le test de Turing ultime en entraînant une machine à partir d'une liste canonique de grands classiques, pour qu'elle soit capable de réussir l'examen final d'une maîtrise en littérature et passer de fait pour un être humain. Or, deux visions du monde s'affrontent dans le roman. La vision pragmatique et rationaliste de Lenz, spécialiste des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle, et l'idéalisme du personnage de Powers dans le roman. Pour le scientifique, la machine ne saurait accéder à la conscience et se réduirait donc à une pure simulation, le fonctionnement de l'esprit humain n'étant in fine pas très éloigné d'un programme machinique, tandis que le personnage de l'écrivain élève à l'inverse la machine au rang de l'humain, en lui conférant une forme de subjectivité autoréflexive. Lors de l'examen final que lui soumet Powers, la réponse de la machine, cette fois-ci prénommée Helen, résume la plupart des questions abordées tout au long du livre, à commencer par celle de la perception, de la sensation et de la phénoménalité. Bref, de son incapacité à vivre le monde sur un simple plan phénoménologique et comme une source de plaisir esthétique. À la citation tirée de La Tempête, que voici, « N'aie pas peur, l'île est pleine de bruit, de sons et d'airs harmonieux qui charment l'oreille et ne font point mal »,
Citation qui constitue le sujet de l'examen final qu'elle est censée passer, Helen répond ce qui suit. C'est vous qui entendez des airs, qui pouvez éprouver la peur, vous sentir encouragé, vous pouvez saisir les choses, les casser et les réparer. Je ne me suis jamais senti chez moi ici, c'est un endroit atroce où se faire parachuter à mi-parcours. Ironie ultime, Helen conclut son essai en citant l'une des lettres de l'ex-amante de Powers, renforçant à la fois l'idée que la machine éprouve des sentiments, alors même que la perception du monde phénoménologique lui fait défaut. Prends soin de toi, Richard, vois tout pour moi. À moins qu'il ne s'agisse d'une pure simulation qui s'adapte à merveille au contexte d'énonciation, un peu à la manière dont les logiciels de traduction automatique fonctionnent à présent. Toute l'ambiguïté est là. Il nous renvoie obliquement à l'impossibilité de différencier la machine, proche en cela d'un zombie philosophique, d'un être humain qui, lui, aurait des qualia. À la différence du monstre de Frankenstein, la ligne de démarcation qui expliquerait la pauvreté en monde de la machine ne se situe pas tant dans la privation de sensations entre guillemets humaines ou d'un système perceptif incomplet que dans la nature sans finalité du jugement esthétique, qui n'est pas un jugement de connaissance et de fait ne relève pas d'un concept. On peut donc en déduire qu'échappant à toute visée instrumentale, le jugement esthétique se soustrait à toute forme de calculabilité, point d'achoppement où la simulation atteint ses limites. Comme l'énonce Wittgenstein, il ne peut y avoir de surprise en logique. En outre, si l'on suit l'analyse que propose Kant du génie artistique, l'œuvre d'art n'est pas régie par des règles préétablies. Elles naissent avec l'œuvre qu'elles informent et ne sont donc pas prédictibles. C'est bien l'événement artistique dans son surgissement inappropriable, lequel échappe à toute saisie computationnelle, qui dépasse les facultés de la machine. Si l'on pousse le raisonnement plus loin, en s'appuyant sur la critique de la faculté de juger, l'ancrage du beau dans la contemplation de la nature renvoie à la question du statut artificiel d'une machine qui n'y a qu'un accès par procuration, via un corpus littéraire, ce qui l'exclurait de tout partage du sensible. Or, une telle disposition ne permet pas d'envisager un positionnement éthique, d'ordre machinique, faute de pouvoir pleinement partager un monde commun, ce qui nous invite à repenser ce que serait un monde machinique. À défaut de répondre à cette question, Patchwork Girl de Shirley Jackson relève d'une autre forme de monstruosité proprement machinique. En effet, la question de la finitude, centrale dans toute réflexion sur la condition humaine, semble évacuée au profit d'une recomposition sans fin de la matière textuelle à la faveur du numérique. Image monstrueuse du livre à venir, décrit par Derrida dans un essai intitulé « Sur le livre à venir », paru dans Papier Machine, lequel date de 1997, et dans lequel il évoque la mutation monstrueuse en cours qui, je cite, transforme, et de façon progressive et par mutation brusque, le rapport du vivant à soi et à son milieu, le rapport de la face, par exemple, le rapport du visage, des yeux, de la bouche, du cerveau au reste du corps, à la station debout, à la main, au temps et à la vitesse, etc. Fin de citation. Patchwork Girl, en tant que monstre textuel, serait dès lors l'illustration du glissement du livre vers d'autres formes de textualité, indissociables de nouveaux supports numériques, illustrant par là même un autre rapport à la subjectivité et au monde. La méthode de composition de l'œuvre menace non seulement la stabilité du récit, mais disloque également les frontières instables de son propre texte, réécrivant et greffant des syntagmes sur d'autres chaînes, comme l'illustre la dissémination de métaphores incongrues à travers son texte et au-delà, à mesure qu'elles se réverbèrent dans les œuvres suivantes. Dans l'Alexis intitulée Metaphor Me, donc métaphore moi, qui est contenue dans une arborescence intitulée corps de texte, donc body of text, le monstre se définit elle-même comme un corps et un corpus de texte et métaphorise ainsi le sens de la métaphore elle-même dans une mise en abîme métacritique apparemment sans fin. Elle emprunte en effet quelques paroles au célèbre Negro Spiritual de James Weldon Johnson, Dry Bones, qui passe en revue les points d'articulation des os du squelette humain, allusion oblique au thème de la résurrection et de la recomposition qui traverse toute l'œuvre. Donc je suis une métaphore mixte, métaphore, ce qui signifie quelque chose comme transféré, est en soi une métaphore appropriée à mon état. Chacune de mes parties est reliée à d'autres territoires qui lui sont étrangers, mais qui m'appartiennent tout autant. L'os du tibia est relié à l'os de la cuisse est relié à l'os de la hanche. Parties empruntées, territoires annexés. Je ne puis
êtres réduites. Mes métaphores ne sont pas des tautologies. Et je suis malgré tout également présente aux deux pôles d'une paire. Chaque extrémité du fil est rattachée à l'un de mes membres. Le principe métaphorique constitue mon véritable squelette. Dans Patchwork Girl, Shirley Jackson réécrit en effet l'histoire du monstre sur un mode ludique en inventant celle de son double féminin qui n'avait jamais vu le jour. Elle apparaît comme un sujet certes plus autonome que le monstre original en tant qu'elle se fait l'agent de sa propre transformation dès lors qu'elle s'approprie la plume de Mary Shelley et se met à raconter sa propre histoire dans la partie intitulée Journal. En d'autres termes, elle devient l'auteur de sa propre vie. Cependant, loin de revenir à l'idée d'un individualisme souverain, c'est-à-dire libéré des contraintes extérieures et dont la raison servirait d'unique boussole, il s'agit plus d'une forme d'autoréalisation. L'autonomie dont participe Patchwork Girl étant une autonomie relationnelle, pour reprendre l'expression de Marlène Jouan, par opposition au mythe de l'autodétermination ou de l'autoposition, qui se serait affranchi de toute norme sociale. Or, à l'instar du monstre femelle, Shirley Jackson écrit pour ainsi dire sous un nom d'emprunt, c'est-à-dire sous le nom d'un autre qui demeure irrémédiablement en retrait en tant que présence spectrale ou suspendue, fantôme errant dont le nom propre se dissémine et s'anagrammatise à son tour, à l'instar de celui de Mary Shelley qui se défracte sur la page de titre de Patchwork Girl, Mary/Shelley and herself. Le jeu sur la ponctuation n'est pas anodin. Le mouvement autoréflexif qui fonde l'identité à soi-même en fin de syntagme, comme s'il s'agissait d'un greffon, témoigne de l'impossible coïncidence du soi avec soi-même. La barre oblique et l'esperluette, signe hautement symbolique dans le bestiaire typographique de Shirley Jackson, séparent tout autant qu'ils articulent un monstre a minima bicéphale, problématisant le mouvement réflexif d'une identité qui jamais ne se résorbe en une singularité, si ce ne peut être une singularité plurielle, selon la logique oxymorique et de fait métaphorique, qui traverse toute l'œuvre. Non contente de réinscrire le texte et le nom de Mary Shelley dans le sien, Shirley Jackson tranche un plein cœur de sa propre autorité en jouant sur l'acronyme M/S, donc MS, lequel renvoie à la page de titre, mais aussi à l'abréviation du terme manuscrit en anglais, pour mieux subvertir la généalogie du texte et mettre en scène une redistribution complexe des subjectivités le long des lignes que tracent les hyperliens sur la surface invisible du corps et du corpus. Comme l'a fort bien démontré Catherine Hales dans son analyse, je cite, des multiples subversions des droits patrimoniaux de l'éditeur, fin de citation, opérées par Shirley Jackson, le clivage marqué par M/S se réverbère dans l'ensemble de l'œuvre, dans un déplacement métaleptique apparemment sans fin. En tant qu'être vivant, le logos est issu d'un père. Moi, en revanche, j'ai adopté une mère symbolique, MS, laquelle ressemble plus à une sage-femme, et c'est dépourvu de parents que je jaillis de mes soins passés. La barre oblique suspend la boucle appropriative de l'auto-réflexivité en la transformant en une collection indécidable de fragments qui fusionnent le corps de la mère, MS, avec une pluralité de soi passés, my selves. Loin de chercher à incorporer le texte de Derrida au sien, ce qui est le cas parce qu'il y a une citation, Shirley Jackson joue cette fois sur un texte bicolore pour souligner la greffe d'une citation empruntée à la dissémination. Or, ce mouvement de dissémination semble tenir moins à l'hypertextualité proprement dite qu'à la circulation des métaphores qui vascularisent et animent le corps du texte, tout en menaçant de basculer dans le non-sens à force de faire se télescoper des systèmes de référence incompatibles, comme en témoigne la scène de cauchemar intitulée Diaspora, qui se situe dans une arborescence qui se décline comme Story Falling Apart Diaspora, donc histoire tombant en pièces Diaspora. Je vous en lis un petit morceau. Donc, le ruban chirurgical arracha les petits poils sur toute la surface de mon corps tandis que j'explosais en morceaux. Le sang continuait à affluer en abondantes giclées triomphales et non en jets circonspects, mais sans qu'ils fussent négligés non plus, plutôt en généreuses paraboles, verticales sublimes, horizontales optimistes et spirales tortueuses, arborant toute la palette des rouges, des choses transparentes comme des pétales des coquelicots, ou l'oreille d'un enfant, ou un feu arrière brisé, ou un bonbon à la cerise. Et il s'écrivait sur le sol, sans doute en arabe, et s'il s'exprimait quoi que ce fût, c'était trop prudent, trop occupé, trop long, et les membres bondissaient, ahurissants,
vers la cime des arbres, et mes pensées, jadis entremêlées et incarnées comme de la paille de fer, se divisaient comme des cheveux d'ange angéliquement peignés. Et il n'y avait plus de pulsions déviantes tissées en de patience d'entrelacs, plus de tentatives téméraires cherchant à combiner en secret le même et l'identique, plus d'implacables oublis ingénieux ni de remémorations intéressées, plus d'avantages inventés de toutes pièces attribués à un moi imaginé, déficient, déjà suffisant, plus de peur pour raidir la nuque, entre les omoplates, les épaules, les bras et les avant-bras, les hanches et les fesses qui tressaillent, les longs muscles des cuisses et les mollets, et plus de jeu sur les multiples petits muscles des pieds et les multiples des mains, mais juste de l'aisance, une fuite sans obstacle, l'étreinte brisée, déchirée, douce entaille dans les orbites, membres éjectés comme des cosses fendues, qui ne portaient en elles qu'un commencement rudimentaire, le point d'où débutait une histoire. Et puis la chose qui s'achevait en fin de compte n'était plus du tout la même, et du coup ne finissait pas, ne commençait pas non plus, ne faisait, ne réfléchissait, ne marquait de pause, Dans cette lexie, où le corps du monstre Fonel se décompose au fil d'une période qui semble ne jamais devoir s'achever, pour se recomposer tout naturellement quelques lexies plus loin, suggérant un cycle itératif potentiellement sans fin, l'enchaînement des syntagmes ne parvient plus à contenir la poussée métaphorique, et le corps texte s'éparpille alors en d'innombrables embryons de récits. La tension entre syntagme et paradigme, métonymie et métaphore, récit et base de données, constitue le principe même à partir duquel Shirley Jackson a composé son œuvre. La prolifération des métaphores multiples et incongrues, qui ne cessent de se répandre au fil du texte, finissent par en constituer la chair même. Toute tentative de recomposition de l'ensemble, ou de recadrage pourrait-on dire, ne fait que relancer la logique combinatoire propre à l'hypertextualité. L'œuvre illustre ainsi dans sa composition même le jeu, au sens presque mécanique du terme, entre mêmeté et ipséité, tel que décrit par Paul Ricoeur, c'est-à-dire comme, je cite, une dialectique de la possession et de la dépossession, du souci et de l'insouciance, de l'affirmation de soi et de l'effacement de soi. Fin de citation. Ce qui ménage un espace dynamique qui permet la rencontre avec l'autre, à l'opposé d'une vision solipsiste du sujet. Or, ce qui est en jeu ici relève moins d'une éthique de la vulnérabilité que de la construction d'une identité à partir d'une ipséité fondée sur la mémoire inter- et intratextuelle ici convoquée, en cela plus proche de l'éthique élaborée par Paul Ricoeur, éthique fondée sur la mémoire et le temps, c'est-à-dire sur le récit de soi. Et je termine par une citation de Ricoeur, « Se tenir responsable maintenant, c'est accepter d'être tenu pour le même aujourd'hui que celui qui a fait hier et qui fera demain. » Et je vous remercie.